Recruter un cadre senior? Non, non, sûrement pas. Alors déjà, il manque d'efficacité, de dynamisme, de flexibilité, et en plus, il coûte cher. Donc, ils sont moins engagés dans leur travail. Les seniors et les jeunes, ça ne peut pas travailler ensemble, ça c'est clair. Je dirais qu'ils sont même très éloignés des nouvelles technologies et les profils ne sont pas du tout en adéquation avec les évolutions du monde du travail. Et j'en passe, hein, parce que la liste, elle est quand même particulièrement longue. Bienvenue sur notre chaîne. Bonjour Laurence, tu es consultante relations entreprises au sein de l'APEC Cergy. Tout à fait. J'ai juste, pour commencer, pour situer un peu les débats, à partir de quel âge on est considéré comme étant un senior ? Alors, effectivement, les indicateurs ne sont pas tous les mêmes selon la situation de ce cadre. Ça peut être effectivement une personne qui est en recherche d'emploi, donc l'âge considéré, notamment en tant que demandeur d'emploi, on sera plus proche des 45 ans dans les catégories effectivement seniors. En emploi, ça peut être effectivement dans les dernières études qui ont été produites par l'APEC notamment, c'est plutôt des indices entre 55 et 59 et au-delà de 60 à 64, puisque le rallongement notamment de la durée du travail fait que l'indice est aussi étendu, puisqu'il faut travailler plus longtemps. Et puis l'indice INSEE, aujourd'hui, il est considéré effectivement autour de 45, il n'a pas été revu sur les actifs. Donc tu es en train de me dire, quand on est en situation de demandeur d'emploi, on est déjà un senior à 45 ans, mais quand on est en entreprise, tant qu'on ne franchit pas la barre des 55, on n'est pas trop considéré comme étant un senior. Alors, après, tout dépend des secteurs d'activité aussi, évidemment, okay. Et puis de la taille de l'entreprise. Mais c'est vrai que ce n'est pas un indicateur qui est bien défini encore aujourd'hui, mais si ce n'est qu'on peut considérer qu'à partir de 45 ans, on est considéré comme un senior aujourd'hui. Alors, tu as entendu ce que j'ai dit en introduction, donc j'ai bien... mais je n'ai repris que les principales idées reçues sur les cadres. Alors, moi, je préfère l'expression expérimenté que senior, tu m'excuseras. Mais c'est vous aussi à l'APEC, d'ailleurs, vous dites expérimenter souvent. Oui, c'est des talents, des talents qui ont de l'expérience, forcément. Et je te demanderai de répondre, alors d'essayer de me répondre à chaque fois. Donc, il manque d'efficacité et puis en plus de dynamisme. Tu me réponds ? Écoute, c'est un stéréotype, je dirais, parce qu'on peut considérer que des jeunes sont aussi des personnes qui vont démarrer sur le plan professionnel et qui peuvent manquer d'efficacité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manquer d'énergie, de dynamisme et d'efficacité? Tout ça, ça va se mesurer par les compétences et l'expérience. Donc, l'approche va être effectivement aussi sur une approche par compétences. Donc, en fait, l'idée reçue que je peux avoir par rapport à des seniors, je peux appliquer en fait la même chose en parlant de plus jeunes. Alors là, c'est ce qu'on entend souvent. Non, je ne veux pas de cadre senior parce qu'il manque de flexibilité. Puis en plus, ils sont très résistants au changement. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre Alors là, c'est encore ce qu'on appelle un biais. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'expérience, qui est plus avancé dans l'âge, il a aussi ses réalisations personnelles où souvent, il n'a plus d'enfants à charge, il a une grande disponibilité, il est plus maintenu par parfois des remboursements particuliers liés à ses investissements. Donc, il a beaucoup plus de flexibilité, notamment sur la dimension horaire. Maintenant, il a une qualité de travail qui va être aussi en lien avec ce qu'on va lui confier. Ils sont moins engagés dans leur travail. Ça, j'étais assez surprise de cette idée reçue. Qu'est-ce que ça veut dire, moins engagé ? C'est-à-dire que là aussi, je pense que tout est dans la dimension d'accompagnement et de management. Et ça, c'est intergénérationnel. Donc, il faut savoir motiver toute catégorie d'âge. Et donc, l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? On l'a souvent entendu, il faut être quand même honnête, on l'a souvent entendu d'ailleurs sur la jeune génération. Donc, le retrouver sur les seniors, c'est un peu surprenant. Les cadres expérimentés et les jeunes diplômés, alors ça ne peut pas travailler ensemble. Ça, c'est pas possible. Alors, je dirais faux. C'est clairement aussi une vision stratégique de l'entreprise et de la façon dont elle va l'amener dans sa communication et sa gestion des ressources humaines et sa stratégie des ressources humaines. Donc, au contraire, la valorisation, et plus elle est anticipée, plus elle est accompagnée dans l'entreprise, plus les générations vont être amenées à travailler ensemble dans la transmission, dans la mise en place de tutorat, de mentorat, qui permet aux seniors de mieux travailler avec les jeunes. Et puis, il y a aussi la transmission de la part des jeunes avec les seniors pour leur apporter aussi toute cette dimension de nouvelles technologies. Donc, c'est plutôt riche de faire travailler les générations ensemble. Il coûte cher.
Alors ça, c'est systématique qu'on entend ça. Non, je ne veux pas d'enseignant parce que lui, il coûte trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire trop cher? Encore une fois, un jeune aujourd'hui qui rentre sur le marché de l'emploi, sa durée sur le marché, en tout cas d'un premier emploi, c'est 23 mois. Un coût de recrutement, c'est extrêmement élevé. Si on recrute un senior qui va rester, parce que lui, au contraire, il va chercher à être fidèle à l'entreprise qu'il va intégrer sur cette fin de carrière. Et donc, du coup, la durée sur ce contrat-là sera certainement moins coûteuse sur son engagement et sa fidélité qu'un plus jeune qui va effectivement rentrer dans l'entreprise. Ce qu'on entend aussi très souvent, et j'en suis désolée, ils sont trop éloignés des nouvelles technologies et les profils ne sont pas en adéquation avec les évolutions du monde du travail. Alors, je dirais que ceux qui font ce type de remarques, c'est ceux qui n'accompagnent pas non plus leurs collaborateurs. Parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent être amenés à ne pas être en adéquation avec ces nouvelles technologies. Mais ça sous-entend que ces personnes-là qui sont en recherche d'emploi, il faut les accompagner par des dispositifs pour qu'ils soient effectivement tout à fait employables avec ces nouveaux outils. Mais aujourd'hui, clairement, il y a un engagement aussi pour un retour à l'emploi, pour qu'il soit opérationnel. Et ces nouvelles technologies, elles sont très accessibles par le biais des formations proposées et notamment par le biais des entreprises qui investissent aussi sur l'après-Covid. Sur les formations pour être au niveau de ces nouvelles technologies. De ces nouvelles technologies. Oui. Et puis de toute façon, ces nouvelles technologies, elles sont partout. Elles sont aussi à titre privé. À titre privé. Oui. Donc si on n'y est pas, forcément, on sera en décalage. Donc je pense qu'il doit y avoir effectivement encore du progrès et des axes d'amélioration dans ce sens. Mais il n'y a pas effectivement une entreprise qui n'investit pas. Et puis l'après-Covid a nécessité aussi la conduite du changement dans les entreprises et de former les collaborateurs, quel que soit l'âge, pour utiliser toutes les nouvelles technologies. Donc ça, c'est de toute façon, encore une fois, un biais, un stéréotype, et qui peut être contrebalancé par un plan de formation, que ce soit d'un demandeur d'emploi dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuel pour une brique de compétences nécessaires et ajustée à la prise d'un poste, mais aussi un cadre salarié qu'on veut maintenir dans son poste. Leur santé est fragile. C'est normal, ils sont beaucoup plus vieux. Alors, aujourd'hui, là aussi, on est sur le domaine de la QVCT, c'est-à-dire que la qualité de vie et des conditions de travail, c'est un investissement de l'entreprise, mais aussi sociétal. Et donc, aujourd'hui, quel que soit l'âge, la santé, sur quoi on va la baser? Parce qu'il y a plein de nouvelles maladies qui se développent à tout âge, des maladies psychiques. Les jeunes sont très touchés aussi par une fragilité psychologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la santé? Alors, évidemment, il y a des postes de travail qui nécessitent des aménagements. Et là aussi, il y a forcément des reconversions professionnelles qui vont être nécessaires pour certains cadres seniors parce qu'ils ne peuvent plus forcément occuper certains métiers. Mais l'entreprise doit avoir un engagement dans ce sens. Alors, ta réponse à tout. Ok, donc je comprends que, d'ailleurs c'est le fer de lance de l'APEC, les cadres expérimentés, mais je suis un dirigeant, je suis complètement fermée aux cadres expérimentés, aux cadres seniors, avec plein d'idées reçues qu'on vient de balayer. Alors ok, tu as eu la réponse à chaque critère, chaque idée reçue, mais tu dois me convaincre d'embaucher, ce cadre expérimenté, parce que toi, tu considères que c'est ce cadre expérimenté qui va le plus matcher avec les valeurs de mon entreprise, avec la culture de mon entreprise, avec l'entreprise que tu connais bien, les autres salariés, etc. Tu me dis quoi pour me convaincre? Alors d'une part, on va avoir une approche de recrutement la plus inclusive, c'est-à-dire qu'on va moins travailler sur un envoi de CV classique par ordre chronologique d'expérience qui va enfermer un candidat sur effectivement soit une multiplicité d'expériences ou en tout cas qui peut freiner un recruteur par le fait que ce soit un candidat expérimenté. On va plutôt accompagner ce candidat sur une approche par compétences. Donc on va travailler sur la mise en valeur de réalisations probantes qui correspond aux attentes par rapport aux missions qui sont proposées dans un poste. Mais on accompagne aussi l'entreprise, parce que c'est clair que c'est déstabilisant quand on n'est pas habitué à recruter sans avoir forcément un CV classique, une typologie de recrutement sur des questions qui sont basées plutôt sur une approche par projet, par réalisation probante, et qu'on peut coupler aussi par une immersion professionnelle, ce qui permet aussi de mettre en situation.
pour te suivre là-dessus, alors tu as essayé de me convaincre avec la réplique sur chaque idée reçue, mais finalement je suis encore très dubitatif et toi tu vas me dire, non mais alors déjà regardez les réalisations, déjà ça fait longtemps que les books on les mettait en place comme ça sur des cadres expérimentés, où on regardait un peu ce qu'on avait fait, quels étaient les objectifs qu'on avait atteints, comment on y était arrivé, malgré les contraintes, etc. Donc toi, tu me dis que ça revient énormément à la mode, ce genre enfin, si on peut appeler ça une mode. Mais j'ai encore mon frein, te dire, ouais, un vieux schnock de 50 ans, excuse-moi Laurence, non, j'ai pas envie de prendre le risque. Et toi, tu me dis, immersion professionnelle. Tout à fait. Donc, sous-entendu, essayez-le, vous ne pourrez que l'approuver. Mais tu prends un risque, toi, quand tu dis ça. Pas du tout. Ok, pourquoi ? D'une part, parce que cette personne-là, il n'y a pas de contrat, c'est-à-dire qu'il n'est pas embauché, il est dans une situation où il va être effectivement pris en charge. Alors, s'il est demandeur d'emploi, on a une convention qui est l'équivalent d'une convention de stage tripartite, où là, soit il est déjà indemnisé par France Travail et vous l'avez pendant une période qu'on va déterminer avec un plan d'observation. Il n'y a pas une obligation de recrutement à l'issue Alors évidemment, c'est l'enjeu, oui. Mais c'est aussi faire découvrir et permettre aussi à l'entreprise de sécuriser et de démontrer que le senior a sa place aussi dans l'entreprise et d'ouvrir aussi un peu les chakras des managers sur une approche différente. Et ça s'accompagne évidemment, mais c'est sécurisé par cette convention de stage, de période d'immersion. Et donc, on peut passer par une plateforme qui s'appelle Immersion Facilitée. Soit on est une entreprise, on se déclare comme une entreprise qui est ouverte à intégrer des personnes en immersion professionnelle. Et donc, du coup, quelqu'un qui aujourd'hui souhaite postuler dans une entreprise et se dit « oui, mais bon, candidater de manière classique, je sais bien que forcément, ça ne passera pas par les algorithmes et par les stéréotypes. Donc, je n'ai pas mes chances. Mais en revanche, si toutefois, il va sur cette plateforme et qu'il est accompagné aussi par l'APEC, qui a connaissance par la démarche que je fais sur le terrain auprès de ces entreprises qui déclarent être ouvertes à l'immersion parce qu'on leur présente aussi ce dispositif, eh bien nous, on mettra en relation des candidats seniors avec ces entreprises sur la découverte d'un secteur, d'un métier par une approche compétence avec un plan d'observation qui peut aller à minima d'une journée jusqu'à 180 heures maximum. D'accord. J'ai envie de te dire, d'après toi, alors c'est peut-être une question beaucoup plus personnelle, mais tu es une femme de terrain, donc tu rencontres beaucoup de chefs d'entreprise et tu entends souvent ce que j'ai dit en introduction et après ce que je t'ai fait démentir point par point. D'après toi, comment on peut changer le regard vis-à-vis des seniors ? Alors, on a été beaucoup sur des tensions de recrutement ces derniers temps et quand je posais la question aux entreprises, quand il y avait ce type de biais, non, je ne veux pas d'un senior. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes en recherche d'un candidat ? Ça fait 6 mois, parfois même 3 ans, 5 ans. Ah oui, mais je recrute, ils s'en vont, ça ne va pas, ce n'est pas adapté, ou finalement la personnalité, ou il ne répond pas, il n'est pas ponctuel. Ah oui, donc ça veut dire que là, jusqu'à présent, vous étiez sur des critères qui étaient plutôt liés à un nombre d'années d'expérience. Vous vous enfermiez sur plutôt des candidats, effectivement, entre 3 et 5 ans. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas forcément orienter uniquement en excluant ceux que vous aviez l'habitude de recruter, mais d'ouvrir à tout niveau d'expérience. Et ce qui permettra à des candidats seniors aussi de pouvoir se positionner et nous de faire des actions sur des candidats qui sont accompagnés. Oui, mais là tu me cites un exemple précis par rapport à des difficultés de recrutement. Peut-être je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est d'une façon générale, comment on peut changer ce regard, parce que dans d'autres pays, on en discutait avant l'interview, dans d'autres pays, par exemple en Hollande, tu n'es pas un senior à 45 et à 55 ans, puisque l'âge de la retraite est beaucoup plus éloigné. Donc, comment on peut changer ces mentalités de le vieux est dépassé, le vieux il est ringard, le vieux il n'est pas up-to-date, il coûte trop cher, etc. C'est vrai que quand on a une difficulté de recrutement, au bout d'un moment, en plus, toi, tu as toujours eu ce don de convaincre, mais comment on peut changer d'une façon plus générale les mentalités ? Alors, souvent, les RH sont convaincus parce que forcément, ils ont cette ouverture vers l'extérieur.
Les dirigeants, bon an, mal an, tout dépend encore une fois de leur parcours et de leur ouverture, mais clairement l'APEC a une mission, comme d'autres acteurs également, parce qu'on n'est pas les seuls à œuvrer dans ce sens, et ben c'est en tant qu'opérateur et d'avoir cette neutralité, de les accompagner par des sensibilisations sur des webinaires, des webconférences, on va les faire travailler justement sur comment lever les biais et avoir une approche plus inclusive. Donc, au niveau de cette dimension-là, on va les amener à ouvrir les chakras, puis surtout, les managers, on va les intégrer aussi dans les process de recrutement, parce que ce sont souvent les managers qui sont les plus difficiles à convaincre dans les processus de recrutement. Toi, tu penses que les mentalités, le regard, il est plus, on va dire, contre les seniors, excusez-moi, les seniors, contre les seniors, c'est plus véhiculé par des managers que par des RH. Bien sûr. Parce que moins conscience des réalités, moins conscience des difficultés de recrutement, oui. Et mais eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas accompagnés. Oui, mais eux-mêmes, ils ont quand même des parents, ils ont quand même des grands-parents pour certains. C'est pourquoi la parole est importante pour ouvrir aussi ces chakras et pour sortir aussi du quotidien du manager qui a des enjeux avec des objectifs, la performance. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend la performance? Qu'est-ce qu'on met derrière la performance? Est-ce que ce sont uniquement des indicateurs chiffrés, mais aussi qualitatifs et dans la durée? Et comment je la mesure? Et à partir de là, ça nécessite un accompagnement, une formation de ces managers pour permettre aussi d'avoir un regard différent. Et puis, l'intergénérationnel, il concerne tout type de candidats, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et ça, le monde du travail, il change et il faut que les managers soient accompagnés dans ce sens. D'accord. C'est vrai que vous organisez beaucoup de webinaires, beaucoup d'ateliers dans ce sens-là. Quelles sont les offres de services plus spécifiques au sein de l'APEC sur le recrutement des cadres expérimentés? Alors, on va accompagner à la fois les cadres seniors pour effectivement faire en sorte qu'ils aient aussi une démonstration de convaincre par le biais des dispositifs qu'ils peuvent mettre en avant, qui valorisent leur parcours, de démontrer pour convaincre, les réalisations probantes, les pitchs. Donc on a toute une série d'ateliers pour accompagner ces cadres, de travailler sur leur profil, parce que justement sur cette approche inclusive et la digitalisation des recrutement, souvent il y a un frein qui est fait, donc on organise des événements recrutement qui permettent de faire des mises en relation physiques, parce que c'est vrai que la digitalisation souvent peut freiner, et l'introduction de l'IA notamment, aussi par ces biais-là, faire en sorte que les candidatures ne passent pas. Donc nous organisons des événements de mise en relation et une action également de proposition active. C'est-à-dire que moi, par rapport aux entreprises qui ont des besoins de recrutement, automatiquement, je vais aller regarder les candidats qui sont accompagnés sur les cibles qui sont celles de l'APEC, c'est-à-dire les plus éloignés de l'emploi ou ceux qui sont plus fragilisés. Et donc, les candidats seniors font partie de ces candidats-là. Et moi, je vais faire des propositions actives de candidats en les accompagnant sur le profil, leur objectif professionnel, la valorisation de leurs atouts, à la fois en termes de savoir-être, de savoir-faire. D'accord. Alors, une question complètement indiscrète qui me vient quand je t'entends parler. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré, parce que c'est bien beau de dire et de pointer du doigt les managers et les dirigeants d'entreprise, mais on peut aussi peut-être pointer les cadres seniors qui ont eux-mêmes une mauvaise image d'eux-mêmes, disant oui, je ne suis pas up-to-date, je suis un peu en dehors de ce qui se fait, je suis plus lent, j'ai plus de difficultés à me réveiller le matin de bonne heure, je ne peux plus me coucher tard, je ne peux plus faire une fête sans mettre une semaine pour pouvoir récupérer. Donc est-ce que, on a parlé du regard des dirigeants, mais est-ce que le regard des cadres seniors, c'est aussi, est-ce qu'ils sont aussi durs avec eux que ne peuvent l'être les dirigeants? Ils sont souvent un peu abattus et découragés, parce que c'est vrai que quand on est isolé dans le cadre d'une recherche d'emploi et qu'on envoie 10 000 candidatures sans réponse et qu'on n'a pas forcément les motifs, forcément ça va revenir par oui, mais sans doute que je suis trop vieux. Voilà, forcément les barrières vont se... Mais c'est aussi au regard des outils qui sont utilisés. Donc c'est de l'autoflagellation que font les seniors. Il y a une réalité quand même, il ne faut pas se la cacher. Je ne suis pas là pour dire que le monde, on est dans le merveilleux monde. Oui, on n'est pas chez les bisounours. On n'est pas chez les bisounours. Il y a des réalités, il y a encore un chemin à faire. Il y a les candidats encore à accompagner, les valoriser leurs atouts sur des approches différentes, des opérations de mise en relation sur des candidatures inclusives, c'est recruter sans CV.
Là aussi, c'est des principes de recrutement et ça fonctionne très bien. Sur le CV, excusez-moi, enfin, on n'est plus obligé de marquer sa date de naissance, son âge, etc. Mais enfin, on voit à travers... Oui, et puis... Naturellement, il y a les réseaux sociaux qui permettent d'aller retrouver aussi un certain nombre d'éléments. Un chef d'entreprise me disait aussi les prénoms. Il suit les modes des prénoms, il dit rien qu'avec le prénom, on connaît l'âge. Je crois que sur les jeunes générations, on a plein de vieux prénoms qui reviennent. Donc voilà, les biais, encore une fois, ils sont toujours présents. Et donc, voilà, c'est à nous aussi de faire en sorte de gommer ces biais, d'accompagner, de sensibiliser. Notre parole en tant qu'opérateur sur le conseil en recrutement, l'évolution professionnelle et la prospective du marché du travail au travers de nos études font évoluer les mentalités. Est-ce que je dois comprendre, pour les cadres, que vous avez vraiment des programmes très spécifiques pour pouvoir les accompagner à retrouver déjà une confiance en eux-mêmes et à mieux se positionner par rapport au marché? Alors, on a un programme qui s'appelle Talent Senior qui permet, on parlait du parrainage, du mentorat, quand justement dans le monde de l'entreprise, il y a les entretiens annuels, les entretiens professionnels, et dans la valorisation des parcours, et surtout pour les personnes qui sont expérimentées dans l'entreprise, un des facteurs de motivation qui revient aussi, c'est j'aimerais transmettre. Et pour ça, c'est travailler aussi avec les jeunes générations sur du mentorat, pas forcément que dans le cadre de recrutement, mais aussi travailler avec des partenariats écoles pour mettre en valeur mon métier, pour faire en sorte de donner envie de venir travailler dans notre entreprise. Donc nous, à travers de ce programme Talent Senior, on va identifier des parrains et des marraines et on va les mettre en relation avec des candidats seniors qui sont en recherche d'emploi, qui ont besoin d'avoir une entreprise ou en tout cas un parrain ou une marraine qui leur ouvre un carnet d'adresses, qui leur remettent le pied dans l'entreprise, leur font effectivement une dynamisation, pour éviter cet isolement en fait. Et puis confiance en eux. Et de reprendre confiance en eux, tout à fait. C'est des séminaires de redynamisation qui durent 8 mois et qui permettent... Oui. Waouh. Alors, attention, c'est couplé entre des périodes d'atelier, des périodes de mentorat, avec des rendez-vous qui sont faits mensuellement, qui sont faits en tripartite aussi avec l'APEC côté entreprise, avec l'entreprise qui l'accueille éventuellement ou le parrain, la marraine, et le consultant en développement professionnel qui fait aussi un point tout au long. Alors, il se peut que parfois certains retrouvent un emploi avant, ça peut déclencher aussi plus rapidement un retour à l'emploi. D'accord. Alors, il y a beaucoup de dispositifs au sein de France Travail, le contrat de professionnalisation, le contrat à durée déterminée senior, je crois aussi, contrat unique d'embauche, on en a un peu parlé, préparation opérationnelle à l'emploi individuel aussi, les POEI. Donc, est-ce que dans le fait que tu rencontres beaucoup de dirigeants sont au courant aussi qu'ils bénéficient de toutes ces aides, comment peut-on dire ça, dispositifs par rapport aux seniors, ou c'est pas suffisamment connu encore? Il y a souvent une méconnaissance. Alors quand ils sont confrontés éventuellement effectivement à cette embauche, parce qu'ils sont convaincus que oui, en effet, on va plus loin, ils vont aller essayer de se renseigner. Moi, j'ai des appels. Est-ce qu'il y a des contrats qui favorisent le recrutement? Est-ce que j'ai éventuellement des facilités pour recruter un senior? Il n'en existe pas vraiment aujourd'hui. On sait qu'au niveau gouvernemental, ça a été à un moment donné exprimé, comme il existe un pourcentage pour ceux qui n'embauchent pas suffisamment de personnes en situation de handicap. Il était à un moment donné question éventuellement de mettre aussi une taxe sur les seniors. Pour le moment, c'est toujours pas d'actualité, mais peut-être que ça peut à un moment donné évoluer. L'idée n'est pas de taxer l'entreprise pour la taxer, c'est juste faire en sorte de la sensibiliser au fait que de toute façon, avec le rallongement du travail, on ne peut pas se priver de ces talents-là qui sont en plus en demande et en recherche d'emploi. De taxer, on peut remercier en allégeant Tout chez à nos fait. voisins. Il y a eu des éléments. C'est vrai que quand tu prends une personne qui est près de l'âge de la retraite, il y a un allègement de certaines choses. Moi, j'aimerais te faire réagir. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai posé une question piège, parce que je voulais que tu te prennes dans les pattes dans le piège. Tu m'as dit qu'il faut changer le regard plus des managers que des ressources humaines. 57% des cadres seniors occupaient des postes de management dans leur dernier emploi. Donc, pour ça que je t'ai posé cette petite question tout à l'heure, est-ce que ces 57% des cadres seniors qui occupaient des postes de management dans leur dernier emploi avaient, eux, ce regard sur les seniors? Et c'est une fois qu'ils se retrouvent en recherche d'emploi que finalement,
ils prennent conscience du regard peut-être qu'ils avaient vis-à-vis des seniors? En fait, je pense que évidemment, il y a ceux qui l'ont compris dès le début, et puis c'est une vision stratégique de l'entreprise. Encore une fois, un dirigeant qui a intégré ça et qui a pu démontrer la richesse de l'intergénérationnel dans son entreprise, eh bien le manager sera sensibilisé. Et puis tout dépend de la taille de l'entreprise, puisqu'il y a des entreprises qui ont des plans d'accompagnement qui favorisent aussi la seniorité dans l'entreprise. Il y a des conventions qui sont signées pour faire en sorte aussi d'accompagner les seniors. Donc là, on aura moins ce regard-là de ces managers qui auront quitté à un moment donné l'entreprise et qui seront plus sensibles à montrer aussi ce qui peut être possible et ce qu'ils peuvent amener aussi et apporter à l'entreprise. À nous aussi de mieux informer, hein, évidemment, les acteurs de l'emploi. Nous avons encore à communiquer dans ce sens, mais on voit bien hein, sur les réseaux sociaux, les campagnes que l'on a pu faire, l'APEC dernièrement, hein, sur une campagne sur les seniors, on a été attaqué très rapidement. Et pourquoi on me dit être senior, ça veut dire que je suis has-been, ça veut dire... Donc les cadres eux-mêmes qui ont été managers, d'emblée, ont ce regard critique. Hein, donc ça nécessite, encore une fois, de continuer à travailler sur ces stéréotypes, ces biais, et de les sécuriser, et de mettre en valeur aussi les success stories. Hein, oui, donc, ça aussi. Maintenant, ceci dit, c'est vrai que si tu compares un senior d'aujourd'hui, alors on va dire d'une cinquantaine d'années, avec un senior d'il y a 30 ans, 40 ans, c'est vrai qu'on est maintenu quand même beaucoup plus jeune à cet âge-là, beaucoup plus dynamique, parce que le monde a évolué aussi. Clairement. Donc, clairement. Alors, voilà. Des métiers plus physiques aussi, oui. Où les gens sont un peu plus abîmés, ça c'est certain, et ça nécessite de là étudier l'approche du métier, ou en tout cas la façon dont on va pouvoir les accompagner, ou quelqu'un qui a été effectivement sur un poste beaucoup plus technique, physique, qui ne peut plus exercer ce métier-là, il sera accompagné par les opérateurs compétents, et peut-être sera demain un enseignant dans un organisme de formation sur sa compétence, un formateur. Donc ça, c'est aussi des très belles réalisations qu'on voit sur des candidats plus seniors et sur des profils où physiquement, c'est plus compliqué. On va se retrouver sur des success stories, alors je te propose. Merci beaucoup en tout cas de cet échange, Laurence. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous sur notre chaîne. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées nécessaires et pourquoi pas ton numéro de portable, Laurence, hein, oui. Tant qu'à faire, hein, autant y aller directement. Je peux le redonner. Merci, si tu veux. Hein. Ben voilà, nous t'écoutons, c'est le 06 62 72 75 67. Voilà, alors pas seulement pour un cadre senior, hein, pour tout autre sujet. Merci à toute la régie, merci à notre photographe et à Annick, notre régisseuse. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas qu'en 2035, quand même, 50% de la population européenne aura plus de 45 ans. Donc, on aura la moitié quand même des individus qui seront seniors. Il est donc urgent de reconnaître les multiples qualités des femmes et des hommes cadres seniors et de favoriser leur embauche. Alors, vous attendez quoi pour recruter un cadre expérimenté finalement ?